La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Lundi, 21h45. De retour au siège de la brigade, Hamelin s'enferma dans son bureau. Son regard balaya les murs, qu'il avait tapissés des photos en noir et blanc de toutes les victimes d'homicides sur lesquelles il avait enquêté. La série commençait par le cliché de son premier cadavre quand, jeune officier de la PJ, il avait enquêté sur la mort d'un SDF, Norbert Petitchamp, surnommé Nono les Serrures en raison d'un lointain passé de cambrioleur. 2 touristes matinaux avaient trouvé Petitchamp éviscéré sur le quai de Gemap. Il reposait dans un écrin poisseux d'organes vitaux qui n'avaient jamais été censés voir la lumière du jour. Sa bouche ouverte sur d'ocre chicot et ses yeux écarquillés reflétaient la terreur d'un homme fauché par une mort violente. Hamelin n'avait pas pu contenir son petit déjeuner ce matin-là. Avec le temps, il s'était endurci. Aujourd'hui, c'était sans émotion qu'il examinait un cadavre. Même les corps d'enfants ne parvenaient plus à le bouleverser comme au début de sa carrière. C'est dire. En matière de décoration intérieure, beaucoup de ses collègues préféraient les affiches de cinéma ou les cartes postales. Cette iconographie morbide lui rappelait les raisons qui, disait-il, l'avaient conduit 20 ans auparavant à privilégier le salaire étriqué d'un officier de police au confortable train de vie d'un avocat d'affaires. Chacun de ces clichés racontait une histoire. Il pouvait décliner de mémoire les identités de tous les cadavres représentés. Sa façon à lui de leur éviter l'oubli dans le fond d'un dossier de la salle des archives au rez-de-chaussée. Qu'ils aient été noyés, étranglés, écrasés ou truffés de balles, ces morts se voyaient offrir une résurrection de papier sur les murs du bureau d'Hamelin. Ces photos avaient aussi le mérite de déstabiliser les suspects, au même titre que les temps de pause dont il aimait à parsemer ses interrogatoires. La seule touche de couleur du bureau était une photo d'Élise, radieuse devant la dune du Pilat, près de l'ordinateur, et aussi bien sûr une fenêtre étroite qui surplombait la scène, striée le soir des raflures dorées au fil des réverbères. Il savait que, sous peu, il devrait se passer de cette vue, lorsque le siège de la PJ déménagerait dans le 17e arrondissement. Comme la plupart des 1700 fonctionnaires de la brigade criminelle, Hamelin vouait un attachement viscéral au vieux bâtiment parisien, qui avait vu défiler la plupart des grands criminels du XXe siècle. Malgré les indéniables avantages du transfert en termes de confort et d'échange d'informations entre les différents services, l'idée de troquer les 148 marches du fameux escalier en colimaçon contre des accès à authentification biométrique lui semblait une trahison. Il se mit en quête de son cartable. L'ordre n'était pas sa vertu première et il lui fallut plusieurs minutes pour le dénicher, coincé derrière le radiateur. Il en déballa le contenu sur son bureau, au milieu des piles branlantes de dossiers et attrapa le dernier numéro de TGV, le magazine de la SNCF. Il le feuilleta rapidement et retrouva l'article qu'il avait parcouru lors de son dernier trajet Paris-Lyon. En pleine page, s'étalait la photo d'un Édouard Schaeffer tout sourire, agrémenté du titre « Les Parisiens en sont au quai ». Il en relut chaque mot. Le papier soulignait le succès du restaurant le Paris-Boston, dont le chef avait su raffiner une cuisine traditionnelle solide et créer en plein cœur du quartier Haussmann un havre intemporel où l'on se régalait d'un coq au vin à la framboise ou d'un burger d'espadon menthe romarin. L'article retraçait le parcours de chauffeur qui avait longtemps exercé au fourneau du Meurice avant d'ouvrir son propre restaurant rue d'Artois et annonçait l'ouverture de 2 nouveaux établissements, l'un à Nice, l'autre à Bordeaux. Hamelin se demanda combien pouvait coûter l'ouverture de 2 restaurants de prestige. Il alluma son ordinateur et se connecta à Internet. Il ne lui fallut que quelques clics pour trouver, sur un site spécialisé, le prix moyen du menu au Paris-Boston. 105 € hors boisson. « Le Goff !» brailla-t-il. Le lieutenant Le Goff se hâta vers le bureau d'Hamelin. Le cadet de la brigade était affublé d'une lourde mèche blonde qui masquait la moitié supérieure de son visage. Les yeux se situaient à la limite des cheveux, de sorte qu'on pouvait se demander s'il était en train d'hiberner en toute discrétion. Cette interrogation aurait sous-estimé un sens de l'observation qui s'était souvent avéré précieux. Le Goff était par ailleurs un véritable puits de science, ce qui lui valait le respect d'Hamelin. « Oui ? J'ai une question. Tu as passé davantage de temps que moi sur place. Tu dirais que le restaurant peut accueillir combien de personnes ?» Le Goff se livra à un rapide calcul mental et annonça. Étage inclus, environ 92. Tu trouves ça approximatif ? Non, pourquoi ? L'emploi du terme environ annonce plutôt un chiffre rond. Tu aurais dû dire
Bon, ça va, mettons 100 tout carrossier, si c'est assez rond et approximatif pour vous. Je prends ton 100. S'il faisait 100 couverts par soir et autant le midi. Schaeffer n'ouvrait que le soir, précisa le jeune homme. Le cuistot nous a dit qu'ils étaient toujours complets. Il faut vérifier cela, mais à 150 € le couvert, le soir, on commande souvent une bouteille de vin, on en est à 15 000 € de recettes quotidiennes. S'il ouvrait 5 jours par semaine, 50 semaines par an, on est sur un revenu annuel proche de 4 millions. À peu près. Il était riche alors, Schaeffer, s'exclama Hamelin. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, peut-être. Faudrait voir ce qui lui restait dans le tiroir caisse après le paiement des salaires, des charges, du loyer, des marchandises, de la blanchisserie et surtout après le passage du fisc. Peut-être un quart à tout casser. Avant de s'orienter vers la fonction publique, Le Goff avait usé ses jeans taille basse sur les bancs d'HEC. Il en avait gardé des séquelles. « Tu as tout juste 20 minutes pour me trouver ces relevés de compte. Dérange-t-il, faudra à la brigade financière. » Resté seul, il composa le numéro de Wendling qu'il convoqua dans son bureau. « Wendling, une question. Tu connais la différence entre un Somalien et un paquet de chips ?» Le flic le considéra un instant inquiet. Il était connu dans le service pour son manque total de fantaisie. Il s'habillait toujours de la même manière, un jean gris, un pull gris et une paire de tennis gris, de la même nuance anthracite, assortie aux quelques cheveux qui entouraient son crâne luisant. Il parlait peu et jamais de sa vie personnelle. Ce n'était pas un fantaisiste, Wendling. C'était un méthodique, un scrupuleux, un rigoureux, ce qui en faisait un procédurier de grande valeur. Décontenancé par cet Alsacien renfermé qu'il n'avait jamais vu sourire, le commandant s'était mis en tête de le dérider. Il lui rapportait chaque fois qu'il en avait l'occasion une blague ou une devinette. Jusqu'à présent, ses efforts n'avaient guère été couronnés de succès. Non ? 200 grammes ! Ah ! Interjection émise d'un ton neutre, même à l'oral, on devinait que Wendling l'avait dispensé de points d'exclamation. Il était difficile de jauger si le policier n'avait pas compris la blague ou si elle ne l'avait pas fait rire. Hamelin reprit. « Dans les affaires personnelles de la victime, on a trouvé son portefeuille ? » ?»« Oui, dans la poche de son manteau, je vous l'amène. »« C'est un objet, tu me l'apportes et non me l'amènes, » corrigea Hamelin. Lorsque Wendling se fut exécuté, Hamelin entreprit d'inventorier le contenu du portefeuille. Il jeta successivement sur son bureau une carte d'identité, un permis de conduire, la carte grise d'un 4x4 Mercedes, 314 € d'argent liquide, les flyers de 2 restaurants parisiens, des facturettes, une carte Visa Premier, une American Express, un carnet de timbre à peine entamé et 2 tickets de parking. Le Goff, dissimulé derrière sa mèche, pénétra dans son bureau et lui remit une pile de documents. Hamelin se plongea dans les relevés de compte. Les documents mensuels remontaient 4 ans en arrière. Leur examen révéla que Schaeffer avait organisé le restaurant en société par action simplifiée et s'en était salarié. Il se versait chaque mois un salaire net de 8 000 €, dont il dépensait une bonne partie. Ces relevés présentaient à peu près tous le même profil. S'il était propriétaire de son appartement, ou en tout cas ne s'acquittait pas d'un loyer, il payait les traites de sa voiture, ses impôts tous les mois et ne lésinait ni sur les gadgets électroniques ni sur les notes de restaurant. Il continua à disséquer les relevés en quête d'un chiffre aberrant ou d'un intitulé suspect. Il fut récompensé de ses efforts dans les documents relatifs à mars 2009. Un montant de 650 000 € attirait l'œil dans la liste des crédits. La colonne opération indiquait « Succession V. Schaeffer ». De toute évidence, le restaurateur avait fait un héritage. Hamelin nota, dans la colonne des débits, 2 montants datés de 6 jours plus tard d'une somme équivalente au premier. 250 000 € avaient été orientés vers un compte ouvert à la banque privée Edmond de Rothschild. L'intitulé du virement des 400 000 € résiduels, en revanche, laissa Hamelin perplexe. R. Balto. Hamelin effectua une recherche sur le web au nom d'Edward Schaeffer. Le restaurateur était affilié à plusieurs réseaux sociaux. Hamelin cliqua sur sa page Facebook. Il y trouva des photos de lui et de son établissement, ainsi que des liens amenant à des articles ou des critiques de journaux, tous élogieux. Sur plusieurs clichés apparaissait une femme d'une 40aine d'années, dont il était difficile d'affirmer qu'elle était jolie, et qui semblait la première étonnée d'être pendue au bras de cet homme au sourire charmeur. Les textes lui attribuaient le prénom de Denise et le statut d'épouse. Si le passage du temps a tendance à se montrer moins sévère pour les hommes, il n'était pas difficile de deviner que sur le plan physique, monsieur et madame Schaeffer n'avaient jamais joué dans la même division. Élise lui passa un coup de fil.
Je suppose que tu n'es pas prêt de rentrer? La question tenait plus du regret que du reproche. Pas tout de suite. Je dois encore annoncer son veuvage à une femme qui l'ignore. Oh, désolé. La tonalité détachée de la voix d'Élise infirma l'adjectif. Il n'y a pas de quoi, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Elle ne releva pas l'humour. Qu'est-ce qui s'est passé? Son mari s'est fait poignarder. Tu as des pistes? Sans doute un client insatisfait. Il était restaurateur. Peut-être un cas de salmonellose mal digérée. On ne tue pas pour ça. Tu as une meilleure idée? Ça dépend. Il était beau mec? Sans qu'il m'arrive à la cheville, je dirais que oui. Dans ce cas, je te conseillerais de chercher la femme. Classique. Mais souvent efficace. Une image floue vint narguer Hamelin avant de s'évaporer. Il tenta de la retenir comme on attrape de l'eau à l'épuisette. Sa migraine entama une attaque frontale. Le nom qu'il avait lu sur le relevé de compte, un souvenir indocile, l'associait à Élise. Une histoire de truffe qu'il ne parvenait pas à préciser. Est-ce que, par hasard, tu n'aurais pas prononcé le nom de Balto il y a quelques jours? Silence à l'autre bout de la ligne. Laisse tomber, il me semblait que... C'est notre caviste. Quoi? Balto, c'est le commerce de cave épicerie fine au coin de la rue. Je t'ai dit, il y a 2 semaines, que j'y avais trouvé de la gelée de truffe. Je n'avais pas l'impression que tu m'écoutais. À nouveau cette intonation résignée, comme si elle avait passé en pertes et profits les crises de mutisme d'Abel, capable de s'exiler des heures entières dans l'un de ces sombres territoires intérieurs auxquels elle n'avait pas accès. Pas mon genre, commenta-t-il d'un ton qui se voulait enjoué. Tu étais plongé dans la débâcle. Elle omit de préciser que derrière la couverture du bouquin, le regard d'Abel était aussi fixe que le tronc d'un chêne centenaire. Il s'engouffra dans la brèche. Eh bien voilà, tu connais ma fascination pour Zola. Écoute, il faut que je file, mais je t'appelle avant de partir. Elle marqua un temps d'hésitation. Depuis 19 ans qu'il partageait sa vie, Abel était passé expert dans l'art de décoder ses silences. Quelque chose te tracasse? Non, enfin, rien d'urgent. Je dois y aller, mais... Pas de problème. Ne m'attends pas pour aller te coucher. Hamelin raccrocha et se massa les tempes. La conversation lui laissait comme un arrière-goût d'inconfort. Il résista à l'envie de la rappeler et reporta son attention sur les contes de Schaeffer. Élise avait peut-être raison. Si l'on en croyait la 3e ligne du dernier relevé, le bel Édouard avait passé le week-end du 11 novembre dans un relais château en Normandie. Il obtint le numéro en rien de temps sur le site des Pages jaunes. Hôtel Sénéchal, David à votre service. Bonsoir David, ici Abel, comme dans Commandant Abel Hamelin, brigade criminelle. Vous avez reçu il y a 2 mois le dénommé Édouard Schaeffer. Je ne suis pas autorisé à... Je serais ravi de vous envoyer 2 voitures sirènes hurlantes à la première heure demain matin. Mais, voyez-vous David, les gars ne vont pas être très heureux de prendre l'adresse des potrons minets. Histoire de rentabiliser le déplacement, ils vont vouloir interroger tous vos clients, quitte à les débusquer sur le green ou au fin fond du jacuzzi. Vous verrez, ce sont des jeunes gens très sympathiques, mais la discrétion, ce n'est pas leur fort. Ils auront soin de préciser à la direction de l'hôtel que c'est vous qui aviez requis leur présence, alors que vous auriez pu me renseigner dès ce soir. Vous êtes toujours là, David? Comprenez-moi, c'est ma place que je risque, ni plus ni moins. Vous avez une adresse mail? Oui. Vous allez me la communiquer. Dans les 2 minutes, vous recevrez un message de mon adresse électronique à la préfecture de police de Paris. Elle contiendra en pièces jointes un scan de ma carte avec le bandeau tricolore et l'entête du ministère de l'Intérieur. De quoi vous couvrir vis-à-vis de votre hiérarchie. C'est ça où je vous envoie les gars demain matin. Notez bien, si je peux leur éviter le dérangement. Hamelin envoya le mail. Dès réception, le jeune homme se déclara prêt à coopérer. Je voudrais savoir qui accompagnait le sieur Schaeffer dans votre hostellerie le week-end du 11 novembre. Je n'étais pas présent ce jour-là, mais je pense que mon collègue Jonathan pourra vous renseigner. La ligne devient silencieuse. Hamelin se frotta le menton. Marrant ça, David et Jonathan. Une voix masculine plus rauque résonna dans le combiné. Jonathan Levillec, en quoi puis-je vous aider? Je me suis laissé dire que vous officiez à la réception le week-end du 11 novembre. C'est exact, j'y étais les vendredis et samedis soirs. Édouard Schaeffer, ça vous parle? Un beau type bronzé dans un 4x4? C'est cela même. Il est venu seul? Non, il était accompagné. De qui? Donnez-moi une seconde, je consulte le registre. Voilà, une certaine Sylvie Rocher. Elle vous a montré sa carte d'identité?
Une seule pièce d'identité est requise par chambre. C'est M. Schaeffer qui a fourni la sienne. L'autre personne a seulement rempli le formulaire. De sorte qu'elle pourrait aussi bien s'appeler Paris Hilton pour ce que vous en savez. En effet. Et elle ressemblait à quoi? Qui donc? Sylvie Rocher, pas Paris Hilton. Je dirais... jolie? Mieux que ça. Vous pouvez me la décrire? Châtain clair, taille moyenne, des yeux verts en amande. Sur une échelle de 1 à 10, elle méritait quelle note physiquement? 12. Et vous attribueriez combien à Paris Hilton? -2 dans les bons jours. La description ne correspondait pas à celle de Denise Schaeffer. D'ailleurs, pourquoi l'épouse légitime aurait-elle signé d'un autre nom que le sien? Un signe distinctif? Comme un accent, une cicatrice, un tatouage? Rien de tout ça. Mais par contre, oui, très jeune. Majeur? Si c'est le cas, tout juste. Je vois. Après avoir remercié Jonathan, Hamelin raccrocha et se renversa dans son fauteuil. Non, ce n'était pas Denise Schaeffer qui avait accompagné son mari en Normandie pour célébrer l'armistice de la Grande Guerre. Lundi, 22h12. Hamelin consulta sa montre. Il n'allait pas pouvoir différer plus longtemps sa visite. Un coup de fil à Séverin lui confirma que les issues de l'immeuble du boulevard Malesherbes étaient sous surveillance. Madame Schaeffer a voulu quitter l'appartement? Non, mais elle n'y est pas seule. Comment ça? D'après le concierge, des amis l'ont rejointe en début de soirée. Au féminin, le mot ami. À quelle heure? Aux environs de 19h. Génial. Le concierge, il connaît leur identité? Non, on a juste une description. Une brune chevaline, une fluette aux cheveux courts et une blonde canon de la mort. Je cite. Quel âge? Début de quarantaine. Les trois, aucune prépubère dans le lot? Négatif, pourquoi? Pour rien. Bon, il ne manquait plus que le casting de Sex and the City pour que la soirée soit complète. On se met en route. Si ça roule sur les quais, on est là dans 20 minutes. Bien reçu. Hamelin récupéra le Goff dans la cour. Les deux hommes montèrent en voiture. Le Goff derrière le volant. « Je peux conduire si tu préfères, » proposa Hamelin. « Non, ça va, vous détestez ça, et moi je kiffe. » C'est juste que... Que quoi? J'ai oublié le disque conduite accompagnée dans mon bureau. Le Goff haussa les épaules, blasé. Son physique juvénile était un sujet de plaisanterie récurrent dans la brigade. 17 minutes plus tard, et il se garait boulevard Malesherbes. « Il faudra que je pense à faire homologuer mes points de Monopoly, » remarqua Hamelin en descendant de voiture. « Vos quoi? Tu connais les commandants Villemur et Grosjean? » Deux noms. Villemur est au MERS et Grosjean à la BRB, Brigade de répression du banditisme. On a fait notre droit ensemble et préparé la même année l'école de la police nationale. Un soir de cuite, l'un de nous a proposé un jeu d'une profonde stupidité. À la retraite, celui qui aurait accumulé le plus de points de Monopoly gagnerait une semaine de vacances aux frais des deux autres. On engrange des points de Monopoly chaque fois qu'une enquête nous amène à l'une des 22 adresses du jeu, pondérées par sa valeur sur le plateau. Les points sont comptabilisés dès lors que l'on y va pour perquisitionner, interroger, serrer ou loger un suspect. N'importe quoi. Les gares comptent? Ah non, trop facile. Vous en êtes à combien de points? 18, ce soir inclus. C'est mon premier rouge. Je suis légèrement devant Villemur au classement, mais Grosjean a pris une avance nette depuis l'affaire des casseurs de vitrines de la place Vendôme. Il a planqué rue de la Paix? Hamelin ouvrit les bras en signe de résignation. Ah ouais, dur! Admit le jeune homme. Le roux les attendait devant l'immeuble, un paquet de chips à la main. Il avança un doigt luisant de graisse vers le digicode. « Donne-moi le code, animal !» lui intima Hamelin. « Tu vas mettre du gras partout. » 1870. Hamelin s'engouffra dans la cage d'escalier, les deux lieutenants sur ses talons. L'annonce d'un meurtre à la famille du défunt n'était jamais une partie de plaisir. Mais, pour douloureuse qu'elle fût, il ne la déléguait pas. Ce soir, pas plus que d'habitude. Aux yeux d'Hamelin, cette mission faisait partie intégrante de ses responsabilités. Par ailleurs, l'expérience lui avait appris que les proches constituent souvent un vivier de suspects crédibles. Les observer à ce moment déterminant pouvait se révéler riche d'un enseignement dont il ne voyait pas de raison de se priver. Arrivé sur le palier du 2e étage, il marqua une courte pause avant d'appuyer sur la sonnette.